été enceinte, allaiter deux enfants en même temps, se sentir jugée, incomprise ou au contraire profondément alignée avec ses choix. Aujourd'hui, on aborde le co-allaitement avec Véronique, maman et conseillère en lactation. Elle nous raconte son parcours intense, un allaitement long, une fausse couche, une nouvelle grossesse et aujourd'hui, la vie avec deux enfants au sein. Cet épisode me touche particulièrement car il fait écho à mon propre chemin. Quand j'ai découvert le profil de Véro sur Instagram, j'étais enceinte au 3e trimestre et j'allaitais encore mon fils de presque 2 ans. Je me projetais doucement vers un sevrage naturel, peut-être même en co-allaitement. Son parcours résonnait beaucoup avec le mien. Mais la vie en a décidé autrement. Après un accident, mon fils a été sevré brutalement en arrêt inattendu pour lui et pour moi. Cette expérience m'a profondément bouleversée. C'est donc avec beaucoup d'émotion que j'accueille Véro aujourd'hui. Bienvenue sur Douceur de Maman, un podcast dédié à une maternité apaisée et au slow living pour t'accompagner avec bienveillance dans cette aventure unique. Écoute-moi où que tu sois, entre deux tâches ou avec un coffee to go. Hello Véro, merci d'être là. Je suis très heureuse de pouvoir te recevoir sur le podcast. Ton parcours m'a énormément touchée et inspirée. Tu as vécu des maternités intenses, des transitions profondes et tu accompagnes aujourd'hui d'autres femmes avec bienveillance. On va parler de ton histoire, de co-allaitement, de jugement, d'organisation et surtout de ce lien unique qu'est l'allaitement sous toutes ses formes. Tout d'abord, peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton histoire de maman? Merci de m'accueillir. Alors, moi, du coup, je suis Véro Alette sur les réseaux sociaux, sur à peu près toutes les plateformes. Je suis maman donc, tu l'as un peu précisé, mais de 2 petites filles. Je suis devenue, je suis tombée dans la parentalité, avec une envie profonde de faire un enfant avec mon à l'époque pas mari, mais aujourd'hui mari. C'était quelque chose qui nous a je sais pas, ça a été fulgurant. On s'est dit que lui et moi, on était faits pour être parents ensemble. C'est pourtant pas un parcours que j'aurais prévu pour moi, si je peux parler comme ça, parce que je suis quelqu'un d'assez ambitieuse, avec une carrière qui était bien en route et le fait de devenir parent, pour moi, c'était nécessairement, mettre fin à la carrière, mettre fin aux ambitions et se concentrer exclusivement à son enfant. Je pense qu'il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux là-dedans. Du coup, je voulais pas devenir maman. C'était vraiment quelque chose que je voulais pas et puis, il y avait une autre crainte, très forte chez moi, c'était l'idée de d'accoucher en hôpital. Donc, tant que j'avais en tête qu'il fallait que j'accouche, à l'hôpital, c'était pas possible pour moi de devenir maman et je suis tombée un jour par hasard sur le récit d'une sage-femme qui expliquait qu'elle, elle faisait des accouchements à la maison et de là, en fait, j'ai cherché si, de là où on habitait, c'était possible qu'il y avait quelqu'un qui effectivement faisait ce genre de qui proposait ce type d'accompagnement et donc, oui, c'était le cas, donc, coup de bol pour moi. J'ai contacté cette sage-femme. Elle est devenue la sage-femme, avec laquelle j'ai accouché 2 fois, du coup, à la maison et du coup, j'ai accouché chez moi à la maison et donc l'allaitement, c'était vraiment quelque chose d'assez, instinctif, assez, inné, si je peux dire, en tout cas dans un parcours où je rejetais beaucoup, la médicalisation, les inquiétudes. Je regrette certaines choses que j'ai faites, bien sûr, parce que je me suis mis dans des situations parfois un petit peu, je pense border, un peu limite, mais ça n'a pas été le cas du tout pour ma deuxième grossesse, au contraire et du coup, je suis devenue maman de cette petite fille la première fois à la maison. J'avais quand même lu énormément de bouquins autour de l'allaitement déjà et l'allaitement, c'est devenu un peu quelque chose, de tout de suite, tabou pour les autres. Au départ, on me félicitait de la nourrir, donc on me disait: «Ah, tu la nourris encore?» On disait ce mot-là, là, c «tu la nourris», comme si quand on était au biberon, on n'était pas en train de nourrir son bébé, mais ça me paraisse voilà, il y avait quelque chose de d'étrange dans cette question, d'une certaine façon et puis, à partir de 3 4 mois, c'était, si on me voyait avec mon bébé au sein, c'était: «Mais elle va prendre des mauvaises habitudes, faut pas la laisser dormir sur toi», parce qu'évidemment, un bébé qui est allaité en général, ils aiment bien s'endormir sur leur maman et puis, ça se passe très, très bien a priori et donc il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées puis j'avais une petite fille qui avait un RGO, donc qui pleurait beaucoup, qui dormait pas bien du tout. C'était très compliqué et les conseils de la famille de façon générale, c'était systématiquement: «Oui, mais en même temps, tu l'allaites»
Et il y avait toujours un peu ce truc de: «Oui, mais tu es dans cette situation, mais c'est parce que tu as choisi l'allaitement, donc quelque part, pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi tu tiens des propos, comme, tu dis: "Ah, je suis fatiguée"?» Bah oui, mais tu l'allaites. «Oui, mais non, je suis fatiguée parce que je suis devenue maman, en fait». Donc évidemment, en fonction de avec qui j'avais cette conversation, le retour était pas du tout le même parce qu'à côté de ça, j'avais beaucoup de chance d'avoir des copines qui étaient dans les mêmes situations et qui me disaient: «Non mais Véro, tu as raison, c'est juste parfois épuisant, c'est fatigant». J'ai repris le travail aussi, quand, ma première avait, 6 mois. Bah, ça, c'est pareil, c'est une expérience à vivre parce que c'est intense et déjà que j'avais accepté de prolonger, mon congé parental, en faisant 6 mois avec ma fille. Le retour au travail, c'était un peu la punition, quoi. On revient, les mails sont pas traités, ça fait 6 mois qu'il y a plus personne qui bosse, sur tes missions, enfin bon, bref. Et puis, l'envie d'un deuxième enfant est arrivée assez, brutalement chez moi. Je crois que ça a été déclenché par le fait qu'une de mes meilleures amies tombe enceinte et me l'annonce. Et là, je me dis: «Ah, j'aimerais tellement vivre quelque chose en même temps qu'elle». Et d'un autre côté, je me dis: «Mais non, il faut que ce soit quand même un choix personnel». Et avec beaucoup de réflexion avec mon futur mari à ce moment-là, eh bien, on se dit: «Non, mais en fait, si, on a envie d'avoir un deuxième enfant». Et le fait d'avoir des enfants rapprochés, certains diront que c'est pas rapproché, d'autres diront que c'est rapproché, mais je suis tombée enceinte, la première fois, ma fille avait pas encore 2 ans. Eh bien, c'était aussi parce que ma sœur et moi, on avait à peu près 3 ans d'écart, ce qui correspond à peu près, au fait que, bah, on tombe enceinte alors que le plus petit a à peu près 2 ans, quoi. Et l'écart d'âge que j'ai avec ma sœur, ça me plaît. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Elle est un peu plus grande que moi, mais elle est pas trop grande. Elle est pas non plus, trop proche en âge et donc on avait quand même 2 vies distinctes au fait qu'on n'était pas développés, au même développement à ce moment-là, mais donc pour moi, ça me plaisait. J'avais envie de reproduire la même chose avec mes enfants et donc on a très envie d'avoir un deuxième bébé, puis on aura un deuxième bébé, mais je vais te laisser poser des questions parce que là, je suis déjà en train de raconter toute ma vie. Mais c'est parfait, hein, moi, j'adore, t'écouter. Et en tout cas, merci déjà pour ce partage. On sent déjà le chemin parcouru Mmh. et c'est précieux d'entendre un vécu aussi vrai. Là, la question, qui me trotte, dans la tête, c'est, comment ça se fait que tu voulais pas accoucher, à l'hôpital? Mmh. Qu'est-ce qui te faisait peur? Vu que et déjà bravo, je suis impressionnée que déjà pour ton premier accouchement, tu as accouché à la maison. Bravo, franchement, Merci. il faut du courage et ouais, il faut quand même du courage. C'est pas un choix de courage, c'est un choix de lâcheté, c'est un choix de dire, «Je suis pas prête à vivre l'hôpital, je le ferai pas». Et genre j'en ressortirais plus, traumatisée qu'autre chose, juste parce que j'ai trop peur de vivre le moindre acte médical que j'aurais pas consenti, pas le jour où j'ai donné naissance à ma fille. Il y a ce truc de dire: «Sur moi, il y a des violences qui ont eu lieu toute ma vie, je l'accepte, je suis résiliente, j'avance, mais pas sur mes enfants, pas sur ma relation avec mes enfants». Et donc je refuse qu'on me prive de ça. Et du coup, l'allaitement, bah, en fait, ça continue là-dedans. C'est le fait que en fait, moi, c'est tu me disais, hors caméra, hors enregistrement, tu me disais: «Bah, en fait, finalement, je suis arrivée à 2 ans d'allaitement avec mon petit et puis, je me voyais pas arrêter. Je trouvais que c'était toujours normal, c'était toujours naturel, il y avait rien de bizarre finalement». Alors que parfois, on se met des limites mentales en disant: «Bah, non, quand il parle et il marche, c'est bon, hein». Mais ouais, mais déjà, quand est-ce qu'il marche vraiment? Quand est-ce qu'on dit, parce qu'ils font leur premier pas, mais ils continuent de se casser la figure pendant des semaines avant d'être vraiment fermes sur leurs pattes. Donc à quel moment il a vraiment commencé à marcher? Ou pareil, quand est-ce qu'il a commencé vraiment à parler? Est-ce que c'est le moment où il dit pour la première fois papa, maman ou c'est le moment où vraiment il tape une phrase et puis il te raconte une histoire? Donc tout ça, c'est un peu aléatoire et sur un enfant, bah, c'est étrange et difficile de mettre la limite quand est-ce que tu es un enfant et quand est-ce que enfin, je veux dire un enfant, suffisamment grand pour plus être allaité ou tu es un tout petit bébé et puis c'est normal. Donc bah, moi, c'est pareil, en fait. Moi, j'allaite ma fille et je me dis: «Il y a rien de bizarre, il y a rien d'anormal, il y a rien de» et tous ces gens vont me dire, «Non, mais c'est ta faute si, c'est parce que tu allaites, c'est parce que tu allaites». Je ne voyais pas le rapport. J'étais convaincue que, je pense que de ce côté-là, j'ai un esprit critique qui me permet de faire le distinguo et je me disais: «Mais non, ce que tu dis là, c'est basé sur quoi? C'est quoi ta source? Qu'est-ce que tu racontes pour comment est-ce que tu peux être aussi sûre?» Et puis derrière, je lisais des livres dans lesquels on décrivait ces situations. On décrivait un enfant qui a 9 mois, qui peut encore se réveiller la nuit pour boire le lait, et cetera. On me décrivait des situations où, bah, à tel moment, ça peut devenir compliqué de telle ou telle situation. Donc je me dis: «Mais non, moi je pense que ce qui se passe, c'est que ces gens-là n'ont pas de représentation de ce que ça représente l'allaitement. Donc quand ils veulent me donner conseil, en fait, ils veulent juste me dire: "Je sais pas comment t'accompagner, donc vaut mieux que tu arrêtes. Parce que ce que tu fais Mmh. là, je le comprends pas"».
et j'aurai plus, d'empathie pour toi si tu fais la même chose que moi j'ai fait à l'époque. Et c'est là que je me dis: «OK, il y a une cassure, il y a une coupure. Toi et moi, on n'a pas la même vécu et c'est pour ça que tu arrives pas à être dans l'empathie avec moi». Mmh. Quand je dis: «Je suis fatiguée», parce qu'en fait, ce qui me fatiguait, c'était pas tant d'allaiter. Ce qui me fatiguait, c'est que j'ai repris le travail. C'est que le matin, fallait se lever à telle heure, tu avais pas le choix, même si la nuit avait été chaotique parce qu'il y a une dent qui est sortie, qu'il y avait une otite, qu'il y avait une, quelconque maladie et que tu es resté 2 heures réveillé parce que ton enfant brûlait de chaleur et que, bah, le matin, non, faut se lever, faut aller travailler, quoi. Ça, c'est épuisant et je le sais encore plus maintenant que j'ai vécu un deuxième allaitement dans lequel j'ai pas le réveil qui sonne à 9 heures, obligée d'aller travailler, quoi. Enfin, même si je travaille, hein, qu'on s'entende, mais je suis beaucoup plus flexible dans ma façon d'aborder les choses. Je fais exprès de pas prendre des rendez-vous trop tôt. Si la nuit a été chaotique, je vais pouvoir dormir plus. Enfin, plein de choses que je mets en place pour me préserver aussi, que c'est un luxe immense, hein, qu'on se le dise, que je puisse le faire. Comment s'est passée, en fait, ton entrée, dans l'allaitement avec ta première? Est-ce que tout s'est bien déroulé ou est-ce que tu as eu quelques complications ou des petits problèmes ou? Alors, pour ma première, il n'y a pas eu de grandes difficultés à part la montée de lait qui a été un peu surprenante. Elle a été fulgurante et vraiment d'une heure à l'autre, j'étais avec des seins, mais dans un état, horrible. Hem Et que du coup, c'était tellement dur, ça me faisait tellement mal et en fait, je savais pas quoi faire. Là, j'ai écumé les conseils sur internet, mais il y en avait aucun qui était vraiment efficace. Heureusement, bah, j'ai eu la même chose pour ma deuxième, mais comme j'étais formée depuis, ça a pas du tout été un sujet. C'était très confortable. Je suis vite passée à travers la montée de lait parce que en fait, je produis vraiment vite beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Je sais pas si c'est le côté d'être à la maison. Je suis assez détendue. Le postpartum, au départ, moi, ça me c'est pas angoissant du tout pour moi, au contraire, j'étais très contente d'avoir mon bébé tout le temps sur moi. En fait, les premières semaines, on les passe dans notre maison, on est en plein mois d'hiver, on les passe allongés dans le canapé. Mon mec, il a déjà pris à l'époque, même si, à l'époque, il y avait que 7 jours de congé paternité, il avait quand même, mis tous ses congés, d'affilée pour être le plus possible avec moi. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps le premier mois seule et bah, on les passe à regarder des trucs ensemble, ou alors je dors et il s'occupe de la petite, enfin, c'était vraiment très doux et du coup, l'allaitement se passe très bien parce que ma fille, elle a une courbe de poids qui est magnifique, vraiment, comme, dans les bouquins, quoi, j'ai envie de dire. Elle tète bien, elle me fait pas mal. La seule chose, c'est que, et avec le recul, maintenant, je le sais, elle avait un frein de langue qui n'était pas restrictif au sens que elle pouvait s'alimenter, donc elle prenait bien du poids, mais il était restrictif au sens que ça provoquait chez moi, des difficultés. Il faut comprendre que quand on a un frein de langue, parfois, bah, la première difficulté, c'est l'alimentation du bébé, mais parfois l'autre difficulté, c'est les douleurs de la maman, qu'on ignore systématiquement. Et elle me faisait pas mal au sein en soi, mais le fait qu'elle tète mal, que dès le moment où elle est un peu fatiguée, où elle est un peu ça va pas trop pour elle, ben, concrètement, je tape des engorgements sur engorgements, j'ai, des mastites, enfin vraiment j'ai alors les mastites, ça a été surtout au moment de la reprise parce que la fatigue était tellement intense que, enfin je me levais le matin, j'étais dans un brouillard pendant plusieurs heures tellement j'étais fatiguée à cause du travail clairement. Pourtant, ce qui est assez, étrange, c'est que j'aime beaucoup mon travail. Donc en fait, ça me dérange pas et je suis très contente quand même d'aller au travail. J'explique juste à mes collègues que des fois, il faut répéter 2 fois parce que je suis un peu fatiguée. Donc je leur dis: «Bon les gars, je comprends, mais là, faut me répéter ce que qu'est-ce que tu veux dire par là?» Mais je suis très contente. Ça me permet aussi de sortir de ma bulle de maman. Donc ça se passe globalement assez bien comme je le dis. Sauf que, bah, ce RGO, elle est RGO, elle pleure beaucoup toute la journée en fait, c'est assez intense. Elle faisait des siestes, en dehors de la sieste de l'après-midi, mais c'était assez court quoi, c'était 30 minutes, 45 minutes au mieux, ce qui est, au soi-disant passant, très normal, d'accord? Mais le fait est que ça permet pas vraiment un repos total, de se dire: «OK, je peux faire rien pendant 2 heures». Non, c'est elle va se réveiller dans 30 minutes. Si je veux envoyer, tout à la lessive, tout ranger, tout nettoyer, bah, en fait, il faut que j'active, quoi. Donc c'est un postpartum très cool dans un sens, un peu dur à cause du RGO, mais je le vis pas mal parce qu'en fait, chaque fois que j'en parle, on me dit: «Ah, faut arrêter l'allaitement» et donc je suis en mode: «Non, vous avez rien compris». Comme à l'époque je suis pas formée, ben, moi je prends des rendez-vous avec des conseillères en lactation, enfin avec une en l'occurrence, pas beaucoup, hein, juste une consultante, IBCLC. Elle me rassure, elle m'explique ce qui se passe.
De là, en fait, vers ces 9 mois, il y a un ralentissement de la prise de poids qui est normal puisque elle tète pas super efficacement de par son frein de langue. Donc je vais voir quelqu'un qui diagnostique le frein de langue, mais qui me dit: «Par contre, je l'opérerai pas parce qu'elle est trop grande. Si je l'opère, elle va gesticuler, j'aime pas ça, j'ai trop peur, je le fais pas». Donc pas de traitement à ce moment-là, mais du coup, la certitude que j'ai rien inventé, en fait. Et souvent dans les parcours où on a des difficultés, le fait est que on est souvent confronté à un peu un truc comme et en fait, il y a très simple à faire. Tu arrêtes ton allaitement et tu verras, tout ira mieux et en fait, tout ça, ça va s'arrêter parce que tout est dans ta tête finalement. C'est toi qui crée le problème finalement. Tu as totalement raison. En fait, l'allaitement, c'est comme le problème, c'est vraiment, c'est pas considéré comme une solution, mais c'est ah ton bébé ne dort pas encore? Ah c'est C'est à parce que tu cause allaites ouais. ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment dingue. Toutes les remarques que j'ai eues dans ce sens, Mmh. me disant ah mais tu verras dès que tu arrêteras d'allaiter, ben il fera ses nuits. Bah figure-toi, je t'avais dit donc j'ai vécu en sevrage brutal. Avant il faisait ses nuits, maintenant il se réveille. Ouais. Et c'est beaucoup plus difficile de le calmer, de lui dire écoute, Rendors-toi, c'est bon, rendors-toi. ouais. Et je connais aussi plein d'amis qui n'allaitent pas leur enfant et ils ne font pas leur nuit à 2 ans, hein. Il n'y a pas de réalité que l'allaitement, c'est le problème. J'aime bien dire que si réellement c'était l'allaitement le problème derrière les problématiques de sommeil, ça ferait longtemps que toutes les conseillères en sommeil seraient aussi conseillères en allaitement. Mhm. Parce que là, actuellement, les gens qui font un business à plusieurs millions d'euros par an et qui parlent de sommeil et qui ont des techniques, on passera sur hein, hein, c'est typiquement des gens qui s'adressent pas du tout aux personnes allaitantes. Parce qu'elles savent très bien que les personnes allaitantes ne feraient pas un dixième du huitième de ce qu'elles proposent. Et d'ailleurs, moi, je récupère beaucoup les mamans qui vont vers ce type d'accompagnement et qui allaitent et qui viennent me dire: «Mais elle m'a dit d'arrêter, en fait». Et je lui dis: «Bah, écoute, si c'était vrai, elle aurait plus de business demain». C'est pas ça la réalité et quand on regarde les études, en fait, juste regardons la réalité objective. Quand on regarde les études, les enfants vont avoir des épisodes la nuit, jusqu'à l'âge de 3 4 ans minimum. Désolée pour la mauvaise nouvelle. Après, à quelle intensité ils vont avoir des épisodes, c'est différent et que, il y a vraiment pas de différence entre les bébés allaités et non allaités. D'ailleurs, la vraie différence, c'est que les personnes qui allaitent leur bébé ont souvent, dans la cellule familiale, il y a plus de sommeil que chez les personnes qui n'allaitent pas. Quand on Mhm. parle de plus de sommeil, c'est 37 minutes par nuit. Enfin, tu fais 37 minutes par nuit fois enfin, 365, c'est colossal en fait. C'est un déficit de sommeil qui est immense, quoi. Donc, non, il n'y a pas de rapport au sommeil et à l'allaitement, mais on continue de nous le bâcher tout le temps. Et comme tu dis, chaque fois, c'est le problème. Elle gagne pas assez de poids. Mais oui, mais c'est parce que tu l'allaites. Je suis d'accord, je te rejoins complètement. Sinon, comment tu as vécu ta grossesse, ta fausse couche et ensuite le co-allaitement? Donc, comme je le disais un peu plus tôt, vers 1 an et demi, je commence à avoir le désir d'avoir un deuxième enfant. Donc je me retire ma contraception. En plus de ça, j'avais choisi à l'époque un stérilet en cuivre qui m'a vraiment pas n'allé. J'avais des règles, tous les 15 jours, des règles hyper abondantes, ultra douloureuses. Donc ça a été vraiment un calvaire, le stérilet en cuivre. Je m'en étais pas rendu compte, mais aujourd'hui, j'en suis tout à fait consciente parce que je vois bien l'avant-après. Donc je retire ma contraception, on met un peu en route le projet en se disant: «Bon, bah, on n'est pas pressé», en sachant très, très bien qu'on est conscient qu'avec ma première, on est assez vite tombé enceinte. Donc pour nous, on savait très bien que c'était un risque, le mois prochain, j'étais enceinte. Là, je tombe enceinte à la fin du mois de septembre, mais j'ai pas conscience que je suis enceinte parce que j'ai eu un petit peu, comme j'avais mon stérilet en cuivre et que c'était un peu la galère avec mes règles, c'était tellement, n'importe quoi que j'avais pas trop, je saisissais pas trop ce qui se passait et je me rends compte de la grossesse, vraiment, comme à déjà 5 ou 6 semaines et donc je comprends que je suis enceinte de 6 semaines. Je l'annonce à mon mari, on était en vacances, donc je lui annonce, je lui montre le test, on est trop contents, c'est génial, super. De là, bah, je contacte ma sage-femme, en lui disant: «Bah, trop bien, je suis enceinte, du coup, c'est prévu pour juillet» et là, elle me dit: «Ah ma chérie, je suis désolée, mais je suis en vacances en juillet» et comme elle était sur la fin de sa carrière, elle devenait beaucoup plus stricte sur ce qu'elle acceptait et ce qu'elle acceptait pas. Elle dit: «Donc je pourrais pas t'accompagner, mais tu sais très bien qu'il y a un tel et un tel qui s'est installé dans la région depuis». Donc je contacte, ces 2 sages-femmes qui me disent toutes les 2: «Moi, je fais les accouchements, mais si les personnes doivent habiter près de chez moi, en fait et près de chez elles, ça représente 1 heure de route de chez moi».
Je suis pas trop chaude. Il y en a une qui me dit: «Ah, si tu veux, tu peux louer un gîte». Je suis en mode: «Ah non, bah, c'est pareil pour moi, tu pas chez toi, c'est pas confortable, après tu dois rentrer». Je comprends celles qui choisissent quand même l'option du gîte. Donc on en parle avec mon mari et en fait, on est un peu parti dans l'idée qu'à ce moment-là, on est prêt à vivre un accouchement non médicalisé à la maison, non accompagné à la maison. Mais en même temps, dans ma tête, il y a un peu un truc de: «Non, c'est pas bien Véro, parce que c'est trop risqué là. Là, vraiment, tu te mets dans une situation qui est un peu compliquée». Puis, on arrive, au mois de décembre, donc ça va être donc il y a tout le mois d'octobre qui passe, tout le mois de novembre qui passe. On arrive au mois de décembre. Je crois que je programme la première échographie. Du coup, on se dit: «Bon, bah, on est à ça près, on va annoncer à la famille que je suis enceinte», parce que c'est l'anniversaire de ma fille et donc c'est l'opportunité, bah, d'avoir tout le monde réuni au même moment et d'annoncer que je suis enceinte. Donc on lui met un petit t-shirt «Je vais devenir grande sœur» et au moment de souffler les bougies du gâteau, je dis: «Ah, faudrait retirer son pull, je crois qu'elle a chaud». Puis ma belle-mère, elle c'est hyper drôle parce qu'elle comprend pas et donc elle fait une tête un peu genre: «Mais qu'est-ce qu'elle Véro quoi, c'est pas grave» et donc il lui retire le t-shirt, enfin le pull, il voit le t-shirt et là ils font: «Ah c'est génial, c'est trop bien, c'est trop beau et tout» et je suis en mode: «Ouais, trop cool», tout le monde est trop heureux. «Ah mais c'est génial, et tu enceinte de combien? Nin tout le monde s'intéresse, c'est génial et en même temps, j'ai un pressentiment. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. J'ai un peu conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je l'ai pas précisé, mais à un moment donné, pendant ce temps-là, ce octobre-novembre là, je refais un test que mon mari m'a amené, mais un test qui dit: «Vous êtes enceinte de autant» et je fais pipi sur ce test et le test indique 3 semaines et je dis: «Bah, c'est pas possible, là, je suis à beaucoup plus que 3 semaines». «Pas du tout» et je dis: «Ouais, il est défectueux ton machin». Et il me dit: «Ah ouais, peut-être il est défectueux puisque de toute façon, il avait pris il travaille en pharmacie et c'était un test, qu'il avait pris qui était périmé, que tu pouvais plus vendre, quoi». Et je dis: «OK, bon, bah, il est défectueux ton machin». Puis d'un autre côté, la veille d'annoncer à toute la famille que, je suis enceinte, je dis à mon mec: «Mais tu sais, on n'est pas encore tout à fait à la fin du premier trimestre, à tout moment, je peux encore faire une fausse couche et tout» et puis il me dit: «Non, mais c'est pas grave, au pire on leur aura dit et puis, même si tu fais une fausse couche, tu sais très bien que je veux qu'ils soient là pour toi donc il y a pas de raison de leur cacher». J'annonce pas à ma famille à moi parce qu'eux, ils habitent en Belgique et je voulais l'annoncer pendant les fêtes. En mode, joyeux Noël, je suis enceinte, quoi. Donc je me garde ça pour plus tard. Et le lendemain, je vais, au travail comme d'habitude, puis, je vais aux toilettes, rien de spécial et je m'essuie et en m'essuyant, je vois bien une trace rouge, mais rouge, vraiment, Rouge. couleur, rouge, quoi. Rouge sang, pas brun, pas bizarre, pas rouge. Rouge, je suis en train de saigner. Je vais évidemment, comme tout le monde, sur internet en premier. Et c'est vraiment genre hyper contradictoire. Contactez vite votre, maternité et en même temps de l'autre côté, oui mais les gars, ça peut être tout à fait normal d'avoir des saignements pendant le premier trimestre. OK, bon bah là je suis pas du tout, dans la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je décide d'appeler la maternité, je me cache au travail dans la réserve, j'appelle en disant, «Coucou, est-ce que je peux voir quelqu'un? Parce que en fait, je sais pas ce qui se passe». Donc là, j'ai mon patron qui rentre dans la pièce. Au début, j'hésite, est-ce que j'y vais, j'y vais pas? Je suis quand même au travail et tout, Puis il y a mon patron qui rentre dans l'open space, puis je me lève et je fais: «Bonjour, en fait, voilà, bah, je vais partir, je peux pas vous dire pourquoi et je sais pas quand est-ce que je reviens. Allez, j'y vais» et je me barre et je vais à la maternité directement. Mon mari me dit: «Bah, attends, tu veux que je vienne avec toi? Je vais venir». Je dis: «Non, non, mais c'est sans doute rien, donc ne viens pas». Je suis un peu dans mon ressenti de, hem, c'est plus émotif que ce que je pensais. Attends, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Pas de Hem, souci. donc je suis un peu dans mon ressenti de toute façon, c'est un problème de femme, c'est mon problème à moi, c'est pas celui des autres. Donc je vais à la maternité et Tu j'ai prends une sur toi en fait. Tu prends sur toi ouais, et tu veux. puis je suis dans la salle d'attente, il y a que des femmes enceintes et tu te dis: «Waouh, à tout moment, je le suis plus, en fait». Puis je croise une infirmière qui me dit: «Non, mais vous inquiétez pas, les saignements pendant le premier trimestre, c'est super normal». Et donc je suis là: «Ah ouais, c'est vrai, vous êtes sûre?» Elle me dit: «Oui, oui, on va juste faire un check, mais vous inquiétez pas» et en fait, elle me remonte le moral à un stade où je lui en veux parce que je me dis: «Elle avait Mmh. aucun droit de me rassurer alors qu'elle n'avait pas les preuves scientifiques devant elle pour pouvoir le faire» et juste dire: «On vous s'occupe de vous bientôt, vous inquiétez pas», c'était suffisant. J'avais pas besoin qu'elle me dise: «Vous inquiétez pas, vous allez être, enceinte et vous allez accoucher de votre bébé, ça va être magnifique». Non, j'avais pas besoin qu'elle me dise ça. Donc je tombe sur une interne, j'ai une chance inouïe parce qu'elle est incroyable. C'est une ancienne généraliste qui choisit de devenir, gynécologue et j'ai une chance incroyable parce qu'elle était déjà médecin, qu'elle savait déjà s'occuper des gens, qu'elle était pas dans le doute, elle était vraiment ancrée dans son rôle, donc j'ai vraiment
Je pèse mes mots quand je dis que j'ai eu de la chance avec cette personne. Donc elle me fait une échographie endopelvienne et là, elle évalue le fœtus à 5 semaines et je lui dis: «Il y a aucune chance que ce fœtus, il a 5 semaines». Et là, elle me dit: «Non, mais vous êtes sûre et tout? Parfois, vous savez, on a des surprises». Je dis: «Non, il peut pas être à 5 semaines, il devrait déjà être beaucoup plus loin, en fait». Et là, elle comprend qu'il y a des fortes chances que ce soit définitivement, en fait, une fausse couche. Donc elle m'explique, enfin, là, je lui demande: «Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Dites-moi tout, parce que là, je sais ce qui va se passer». Elle me dit: «Non, mais on va refaire un check dans une semaine et peut-être que le fœtus aura évolué». Et je sais que non. En fait, je sais, je lui dis: «Je peux pas y croire». Il y a quand même sa chef, elle demande à sa chef de service de quand même venir évaluer parce que du coup, elle est dans ce que je dis, puis dans ce qu'elle voit, elle se dit: «Il y a quelque chose qui va pas». 5 semaines, il y a pas de battement de cœur, hein, de toute façon. Ça arrive vers la 6e, 7e semaine et donc la chef de service arrive, et elle me dit: «Mais non, mais allez, vous inquiétez pas, donc mais il y a des chances que ça redémarre». Puis je la regarde, je dis: «5 semaines, c'est pas possible, ça ne coïncide pas à aucun de mes calculs». Et je me mets à pleurer évidemment. Et là, elle a des mots qui sont assez justes. Elle me dit: «Effectivement, c'est votre corps, c'est vous qui ressentez les choses. Il y a probablement des chances que vous ayez déjà compris ce qui se passe. Je suis désolée, mais on va quand même faire un check dans une semaine et peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que là, si vous me racontez que vous êtes sûre de ce que vous pensez et de ce que vous voyez, bah, il y a des chances que ce soit la fin pour vous». Et donc je dis: «Bah ouais». Donc j'ai une chance inouïe parce que cette interne, du coup, elle m'arrête pendant une semaine. Elle voit bien que là, mon état mental, Ah bah ouais, clairement, je tu as peux dû pas aller travailler. travailler, bah oui. Je me serais pas vue aller le lendemain au travail. Alors aujourd'hui, projet machin, on va faire ça, on va faire ci. Alors que, genre, j'avais les pieds, mais enfin, enfin, c'est pas possible quoi. J'allais mourir. Enfin, j'étais pas bien quoi. Donc, je suis restée une semaine à la maison. À partir Est-ce du que tu étais mercredi. alitée? Enfin, est-ce que tu étais restée couchée ou Elle m'avait pas recommandé elle t'a pas particulièrement recommandé? d'être, c'était pas un décollement placentaire, donc c'était pas lié au mouvement, c'était vraiment juste le fœtus avait l'air tout à fait cohérent à partir du moment où il était à 5 semaines, en fait. Il était bien formé, il était normal pour 5 semaines. Donc moi, j'y crois pas, en fait, ça faisait un moment que ce bébé, il se développait plus et ça coïncide avec le fait que quand je fais un test, Mhm. urinaire, bah, 3 semaines, non, c'est pas ça coïncide pas non plus. Donc je crois vraiment que cette grossesse, dès le départ, elle était vouée à il y avait aucune chance, enfin, j'aurais rien pu faire. C'était probablement une anomalie génétique ou quelque chose qui s'était mal passé dans le développement embryonnaire. Il y avait rien que j'aurais pu faire. Donc je tiens tout de suite à dire ces mots très forts, mais il n'y a aucune chance que mon allaitement ait compromis cette grossesse. Aucune. Vraiment. C'est sûr. Aucune. 0%. Parce que clairement, au vu de toute la situation, c'est un développement embryonnaire qui s'est pas passé comme prévu. Même si c'était juste un développement embryonnaire qui s'était pas passé correctement, en fait, c'est de nouveau pas de ma faute et je ne suis pas coupable. Je suis juste celle qui a vécu cette expérience. Et même si c'est culpabilisant quand j'ai reçu après des messages, je vais t'expliquer, mais je ne suis pas responsable. C'est la réalité de tellement de femmes et je ne suis pas coupable. La réalité, c'est que c'est triste. La réalité, c'est que c'est décevant. La réalité, c'est que le choc émotionnel, de pas avoir imaginé que ça puisse nous arriver, c'est ça qui est déroutant. De se projeter très fort dans une grossesse, d'être heureuse d'être enceinte et de découvrir qu'en fait non, ça s'est terminé. C'est ça qui est terrible. Mais moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne suis pas coupable. Et je pense aussi que le fait d'allaiter pendant cette période tellement difficile pour toi a été a été un soutien, non? Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais Bah, on peut en parler, hein, parce que je pense que ça fait partie du sujet, mais en fait, allaiter à ce moment-là, c'est juste que j'arrive pas à m'occuper de ma grande. J'y arrive pas, en fait, j'ai pas la place émotionnelle pour, mais j'ai un mari qui est enfin voilà, je sais c'est le meilleur papa pour, nous, pour, notre famille, qui comprend ça. Il voit bien que genre je peux pas. Je peux pas m'occuper d'elle, je peux pas la coucher, je peux pas me réveiller le matin, m'occuper d'elle, la préparer. Mais j'ai des mots tendres pour elle parce que, je vois bien qu'elle est inquiète pour moi, qu'elle vient me voir, qu'elle réclame un petit peu, mais elle est elle est vraiment juste dans son comportement et à un moment donné, je sais que je lui dis comme, je lui dis très vite: «Maman, elle est très triste, maman, elle est pas bien, mais c'est pas de ta faute, c'est pas toi. Et même si maman, elle est très triste, tu pas responsable et c'est pas à toi de consoler maman. C'est maman qui doit aller mieux et maman, elle ira mieux à un moment donné, mais là, tout de suite, je vais pas bien, mais ça ira mieux un jour». Et je sais pas quand, je sais pas à quel moment, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal, mais papa, il est là pour toi. Et puis, j'ai aussi une belle famille extraordinaire. Donc ma belle-mère, tout de suite, elle a dit: «Bah, attends, prends la petite à tel moment, là, c'est moi qui m'en occupe, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tranquille, tu te reposes». Donc voilà.
et c'est le mercredi que j'ai expulsé du coup l'embryon, parce que c'était pas un fœtus, je dis fœtus, mais c'était pas un fœtus, c'était un embryon. Hem, je l'ai vécu comme un accouchement, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis vue comme étant une personne qui était en train d'accoucher. Je me suis vue comme une personne qui était privée du développement de son bébé, de pouvoir le tenir dans ses bras, hem, j'étais convaincue que c'était un garçon. Mmh. J'ai pas la preuve que c'était un garçon, mais j'étais comme: «Ah, c'est le seul garçon que je vais porter», et puis je dis à ce moment-là à mon mari, je dis: «C'était un garçon et puis, je vais pas avoir d'autres garçons, c'était le seul que j'aurais pu avoir», je dis ça. Je sais pas si je suis perchée à ce moment-là, j'en sais rien, mais in fine, je me suis pas trompée parce qu'on a quand même eu, 2 filles. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est mon je pense que c'était mon petit garçon que je n'aurai jamais, et puis, c'est comme ça. J'accouche si on veut, quelque part. Moi, j'appelle ça comme ça, on appelle ça comme on veut. Et le lundi, je vais, de nouveau à l'hôpital pour voir où on est, et donc, là, l'interne, j'ai la même interne, et je vis quand même quelque chose d'assez difficile parce que l'interne me dit: «Venez lundi parce que moi je suis là, je suis sûre que je peux vous accueillir». Parce que je veux pas quelqu'un d'autre, je veux elle. Et du coup, appelez juste avant de venir parce que si je suis en césarienne ou quelque chose comme ça, ben, je peux pas vous accueillir. Donc appelez avant, et j'appelle et je dis à la personne, je dis: «Bonjour, est-ce que, l'interne docteur machin, est-ce qu'elle est là? Est-ce que, elle est occupée ou pas en ce moment?» Elle me dit: «Ah, pourquoi?» Je dis: «Non, parce que j'ai pas rendez-vous avec elle, mais elle m'a dit qu'elle pourrait me recevoir si elle était pas occupée autrement. Parce que, je suis enceinte, mais peut-être que je le suis plus». Et elle me dit: «Mais vous êtes enceinte ou vous êtes pas enceinte?» Et je dis: «Madame, je sais pas, en fait. Là, j'ai besoin de voir le médecin. Est-ce que je peux voir ce docteur-là?» Et je lui dis instantanément, je dis: «C'est pas une façon de parler, en fait». «Ah, mais moi, j'ai rien dit, hein». «Si, si, madame, on parle pas comme ça». J'ai dit: «Là, vous pouvez pas dire ça. J'appelle justement en vous disant: je ne sais pas si je suis enceinte encore, parce que je suis entre 2. C'est pas une façon de m'adresser la parole». Donc je vais voir l'interne me voit plutôt. Elle me fait l'échographie, et bah, elle est émue, je pense. J'ai l'impression qu'elle est émue. Et elle me dit: «Bah, écoutez, là, c'est sûr qu'il y a plus rien, effectivement. On voit les saignements, on voit bien, hein, il y a pas de problème, mais il y a plus rien dans l'utérus. Tout a été expulsé correctement». Hem, elle me dit, heu, elle me dit des mots, très forts comme, «Bah, c'est pas de votre faute, vous y êtes pour rien». Parce que je pose des questions, vraiment, je lui dis: «Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça?» Ou je crois que je lui dis à un moment, je lui dis: «Ouais, c'est ma faute. Je l'ai trop voulu ce bébé, et comme je l'ai trop voulu, bah, on me punit, en fait». Et puis elle me dit: «Mais non, en fait, c'est pas de ta faute, c'est pas parce que c'est pas de votre faute». Bon, elle me voit, mais c'est pas parce qu'on a envie d'un bébé que ça se concrétise pas qu'on est fautif parce que ça s'est pas concrétisé. Et là, techniquement, le lendemain, je dois retourner travailler, en fait. Et encore une fois, c'est pas possible, en fait, parce que je suis dans un état émotionnel. Et elle me dit: «Ah, ça va aller pour reprendre le travail». Je dis: «Non, mais c'est pas grave». Je dis: «Je repars dans mon pays, le 19, décembre, je tiendrai jusque-là, il y a pas de problème». Elle me dit: «Non, non, mais je vous arrête jusque-là». Et du coup, elle m'a arrêtée tout le mois de décembre, donc normalement, tu peux pas, en milieu hospitalier, arrêter quelqu'un pendant 14 jours, et puis là, elle l'a fait quand même. Et du coup, bah, encore une fois, je la remercierai jamais assez parce que c'est marrant, mais tous mes arrêts maladie, mon arrêt de travail, c'est lié à une grossesse. J'ai un sentiment terrible, d'avoir le ventre vide. Quand je vois des bébés, bah, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer, mais j'arrive à tout verbaliser. Par exemple, si on voit un bébé et puis que je dis à mon mari: «J'ai «Purée, j'aimerais tellement avoir un bébé dans mon ventre, j'aimerais tellement avoir un bébé dans mes bras». Et il me dit: «Je comprends, on va y arriver, t'inquiète pas, je sais que ce que tu vis, c'est difficile». Lui, avec le recul, il me dit souvent que c'est quelque chose que, pour lui, il l'a vécu à travers moi, mais pour lui, il l'a jamais vécu comme une perte, parce que pour lui, il a jamais vu ce bébé, et qu'il a très fort ce lien avec ses enfants à partir du moment où ils sont, entre guillemets, «vivement» dans ses mains. Et que tant que c'est une idée qui est juste dans mon corps, pour lui, il a un peu du mal à s'attacher à ça, en fait, au fait que je sois enceinte, au fait que le bébé soit dans mon ventre. Donc on a toujours eu un gros décalage de 9 mois, quoi. Avec nos 2 filles, ça a été le cas. Hem, donc quand, je perds ce bébé, pour lui, c'est vraiment, il est à fond avec moi, mais il vit pas du tout ça comme quelque chose Ouais, de pour toi. dramatique pour lui. Mmh. C'est horrible ce que je vais dire, mais il s'en fout un peu. Il se dit: «Bah, c'est pas maintenant, ce sera après, en fait». Il sait que je suis capable, et donc il se dit: «Bah, ça viendra plus tard». Par contre, le fait de me voir dans un état où je pleure la nuit, je me réveille à 3 heures du matin, pour pleurer, bah, il va me prendre dans les bras à 3 heures du matin, il va me cajoler, il va me consoler, mais pour lui, ça lui rend pas triste, en fait. Il n'a pas de ce ressenti-là.
Et du coup, bah, les semaines qui suivent sont assez dures parce que du coup, c'est les fêtes de Noël. J'annonce pas à ma famille que je vais être enceinte. Ça crée des conflits avec ma famille. Donc, parce que en fait, la réaction que j'ai quand, justement j'annonce que j'ai perdu bébé alors que j'allaitais encore: «Ah oui, mais c'est de ta faute, tu dû arrêter d'allaiter, mais là maintenant faut que tu arrêtes si tu veux avoir un autre enfant, sois raisonnable». Mais vraiment le «c'est de ta faute», répété en boucle, j'ai pas pu. C'était aussi, des récits comme, bah, moi aussi ça m'est arrivé, j'en fais pas tout un drame, des trucs comme ça et je dis: «Bah, ah, je peux pas vous voir, je peux là, Waouh! pas envie, vraiment pas envie». Donc je coupe, les ponts nets avec, ma famille à ce moment-là, pas avec mes amis, donc je vais quand même en Belgique, je vais quand même, faire les fêtes, mais c'est un tabou total. Le fait que je viens de vivre une fausse couche, c'est un tabou total et j'ai quand même, j'ai envie d'enchaîner tout de suite sur quelque chose de très positif. Parce que, j'attends pas longtemps avant d'avoir mon retour de couche. Justement, je crois que c'est aux alentours de Nouvel An ou quelque chose comme ça et du coup, je me dis: «Ah, potentiellement, là, j'ai une fenêtre pendant laquelle je peux tomber enceinte». On va pas se mentir, après avoir vécu une fausse couche, avoir des rapports intimes, c'est pas forcément, ça dépend des gens, j'imagine, mais c'était pas la première chose que mon mari avait envie, clairement. C'était un peu difficile pour lui et mais quand même, hein, il y a un jour où je crois que ma fille est gardée par mes beaux-parents et il y a qu'un seule fois, une seule fois où on a eu l'opportunité d'avoir un rapport intime, mais ça tombe pas dans la fenêtre d'ovulation, donc moi je fais un peu du caca-boudin et j'ai très envie de retomber enceinte, mais bon, je dis rien. Il se trouve que le patron que j'avais en décembre n'est pas le même patron que j'ai en janvier quand je reprends le travail, parce qu'il y avait un changement qui était en train de se faire à ce moment-là. Quand je reviens travailler, j'ai le nouveau patron qui m'annonce quand je reviens, alors qu'il sait très bien pourquoi j'étais pas là, parce que toutes mes collègues le savaient, c'était des copines, donc on se parlait, on s'expliquait les choses et tout. Quand je suis revenue, il m'a demandé comment étaient vos vacances. Là, j'étais un petit peu étonnée et je lui dis pardon. Il me dit: «Oui, il me semble que vous étiez en arrêt depuis». Genre, ça faisait un mois au total, quoi. J'ai eu 3 semaines d'arrêt plus les 2 semaines de vacances où en fait, c'est mon entreprise qui ferme pendant la période de Nouvel An et là, je le regarde et je fais: «OK, c'est ce genre de mec-là. Ça va, j'ai capté. C'est bon, j'ai compris». Donc moi, je me dis: «OK, faut que je trouve une solution». À ce moment-là, ça fait un moment que je propose de l'accompagnement beaucoup plus sérieusement et donc je me dis: «OK, peut-être que je vais me mettre à 80 pour me permettre d'avoir une journée pendant laquelle je travaille exclusivement sur, le fait d'accompagner les mamans et l'allaitement. J'en fais la demande. Il me dit: «Oh mais prenez une rupture conventionnelle». Je dis: «Bah, quoi? Pardon?» et donc en fait, le gars est en mode: «Mais je vous fais une rupture conventionnelle si vous voulez». Donc en fait, il veut plus de moi. Là, je fais: «OK, ouais, je vais réfléchir, je sais pas». Je suis vraiment entre 2 parce que j'aime bien mon travail. Jusqu'à présent, en tout cas, je l'aimais bien. Mes collègues, je m'entends super bien avec elles, tout se passe bien. Donc je suis en mode: «Oh waouh, c'est un gros changement quand même, j'étais pas prête à ça, quoi». Et je suis quand même payée à être assise devant mon ordinateur. Il veut pas de moi, hein, ce type-là, c'est sûr. Donc je suis là comme, «Et est-ce que je pourrais faire des trucs?» et en même temps, je suis pas bien là, j'ai la nausée, je vais vomir, quoi. Et je me dis: «Tiens, c'est trop bizarre». Et donc j'envoie un petit SMS à mon mec et je lui dis: «Eh, tu ramènerais pas un test de grossesse?» et lui il dit: «Haha, genre impossible que tu sois enceinte», puisqu'on avait eu un rapport, il voyait pas comment. Loin de l'ovulation, bref. On rentre à la maison le midi, on commence par ça, je suis en mode: «Non, non, mais on va faire le test pipi». Et là, il me fait comme, mais toi, tu la souffrance, en fait. Parce que quand tu vas voir que c'est négatif, tu vas pleurer, je vais devoir te réconcilier pendant toute la durée de notre pause midi». Je dis: «Ouais, ouais, ouais, tu vas voir, tu vas voir». Il le dit avec gentiment en rigolant, hein, bien sûr. Donc je fais pipi sur le test, je cache bien, je nous filme, je retourne le test et je le regarde et je fais: «Je suis enceinte». Et là, il fait: «Quoi? Il y a aucune chance que tu sois enceinte». Et je dis: «Si, regarde, je suis enceinte». Puis il me fait: «Mais non, donne-moi le mode d'emploi», tu sais? «Mais allez, tiens, regarde le mode d'emploi. Tu as vu, je suis enceinte». Et là, ben, on exulte de joie. C'est vraiment la folie, on est dans un état pas possible, on est trop heureux, on est vraiment enfin, on célèbre pendant toute l'heure et tu es en mode: «Ah, je suis enceinte, je suis enceinte». C'est génial. Ce qui est génial, c'est que j'ai la nausée comme jamais et en fait, ça me rassure de fou. Mais en fait, chaque minute où j'ai envie de vomir, où je suis pas bien, je suis en mode: «Ouais, mais je suis enceinte». Ouais, ça Et te quand rassure. voilà, quant à la grossesse précédente, je n'ai jamais vraiment eu cet état enfin, tu vois, d'inconfort quand Mhm. même. J'étais quand même globalement assez bien, même si j'avais un peu la nausée, ça allait. Mais en fait, c'est parce que mon taux de HCG ne montait pas, en fait. Ça montait pas avant, sur la précédente grossesse. Et là, par contre, ça explose. Il faut savoir que quand on a fait une fausse couche, dans les mois qui suivent, souvent, il y a beaucoup de gynécologues qui vont nous dire c'est bien si vous avez envie de recommencer, parce qu'en fait, tu es globalement plus apte, enfin plus disponible pour avoir une grossesse.
ton OK. corps est plutôt préparé à ça, tes hormones de grossesse sont là, donc il y a encore des restes et du coup, beh, ça permet d'aller vite sur une autre grossesse, en fait et d'avoir une plus de chances que ça, Ça se résulte passe avec bien. un voilà, exactement. Mais du coup, cette seconde grossesse, tu l'as mieux vécue grâce aux symptômes, Ouais. mais est-ce que tu as eu, tout de même encore des remarques ou des jugements du fait que tu allaitais encore, ta première. Hem, les personnes qui, du coup, avaient pu avoir des remarques étaient plus dans ma vie à ce moment-là, parce que j'avais choisi le bien-être mental et de me dire que c'était pas la peine d'avoir des relations avec quelqu'un qui me faisait douter. Je voulais de toute façon passer le premier trimestre avant, pas de l'annoncer. L'annoncer, on l'a annoncé assez rapidement, ça a pas été un problème du tout pour nous. Mais je voulais attendre, pour certaines personnes, en tout cas, d'autres personnes pour dire qu'effectivement j'étais enceinte. Il y a eu une remarque, franchement une seule remarque sur les là, il y a des vidéos qui ont fait 1 million de vues, 2 millions de vues sur le sujet. Il y a eu une seule remarque en mode: Ouais, mais c'est de la faute de ton allaitement». Donc quand j'ai vu tous les milliers de messages à côté, j'étais en mode: «Cette personne ne sait pas, elle croit savoir, mais en fait, je m'en fous de ce que tu penses, parce que tu personne». J'étais vraiment les gens sur internet quand ils font des commentaires, pour moi ça me passe outre parce que je suis en mode: «Mais on se connaît pas en fait, donc c'est bon». Par contre, ma famille proche, à ce moment-là, dans cette deuxième grossesse, il y a aucune remarque. Rien du tout. Mmh. Plutôt de la bienveillance, «Comment ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu veux qu'on garde la grande pour que tu te reposes un peu? Parce que t'es pas bien?» parce que je vomissais tout le temps, en fait. Heu, donc ça s'est globalement bien passé. J'ai pas eu beaucoup de remarques, désagréables. C'était plus lié à la fausse couche qu'on m'a fait vraiment des remarques, que j'ai vraiment pas appréciées du tout. Mais sinon, non, il y a pas eu de il y avait beaucoup cette question aussi de: «Mais, ça te dérange pas?» plutôt qu'autre chose. Donc le fait qu'elle vienne téter alors que je suis enceinte et là, du coup, bah, j'expliquais que quand tu es enceinte, ce qui se passe je peux peut-être expliquer un petit peu comment ça se déroule l'allaitement avec le fait d'être enceinte. C'est que pendant le premier trimestre, on peut ressentir des inconforts qui sont liés à juste le fait que les hormones de grossesse se développent et du coup, bah, la poitrine, elle peut faire mal, déjà de base. Mais en plus, si le bébé vient téter, on peut ressentir vraiment un sentiment de brûlure, de piqûre, comme s'il y avait je sais pas si toi tu l'as vécu, mais Non, non. pas du tout. OK. Par contre, chez moi, le premier trimestre, c'est incroyable. Mon fils, il a su que j'étais enceinte avant Ouais. même que Ouais, moi je le sache. Mon lait, il a probablement changé en goût ouais. et il était très agité. Mais Mmh. vraiment, je m'étais dit: «Mais qu'est-ce qu'il a? Mmh. Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, il réclamait tout le temps le sein. Ouais, Il est presque toute la journée, il voulait toujours téter, enfin, plutôt par confort, je pense. Après, tout le monde me disait: «Ah mais tu es fatiguée, voilà, parce que tu allaites, c'est tellement intense d'allaiter, franchement tu devrais te concentrer sur ta grossesse uniquement». Mais franchement, ça te faisait du bien d'allaiter parce que justement, tu n'as rien à faire. ouais, Tu es assis, sur le canapé, c'est exactement ça. tu peux un peu fermer les yeux, voilà et mon fils, il franchement, il restait 20 minutes, une demi-heure parfois. Ah Vraiment ouais. juste à être au sein, à me regarder de nouveau être au sein et moi, ben, je pouvais me reposer en fait pendant ce temps parce que je suis maman au foyer du coup, s'il n'allait pas, ben, on doit faire quelque chose. Je dois être Ouais. active, je dois lui proposer, une des promenades et en plus c'était en hiver donc en plus il Ah faisait ouais, froid donc franchement, l'allaitement m'a plutôt facilité le premier trimestre, je dois dire et c'est après à ça. partir, du deuxième trimestre, j'avais une baisse de lactation Ouais, c'est ça. et après, il a beaucoup moins réclamé le sein. Vraiment, 2 fois par jour, mais c'est moi qui devais carrément lui proposer. Je lui disais: Ouais. «Eh, tu veux pas boire?» Bah, c'est ça, c'est que dans le premier trimestre, en fait, a priori, avec les hormones de grossesse, tu as déjà une première baisse de lactation, mais tu quand même produis un petit peu, mais c'est laborieux. Du coup, le bébé, pour pouvoir réclamer son lait, bah, en fait, il vient beaucoup plus souvent. Si la personne, elle a mal, elle va avoir du mal à le mettre souvent au sein. On peut sentir aussi ce qu'on appelle l'aversion. C'est le sentiment de vraiment avoir envie de repousser son bébé, de vraiment comme de l'éloigner de nous, de dire: «Ah non, ah, je peux pas, je veux pas». Chacun le vit différemment, bien sûr. Mmh. À partir du deuxième trimestre, à la moitié du deuxième trimestre, on commence à reproduire du colostrum qui va s'adapter du coup au premier bébé et du coup, ça peut être un changement de goût qui peut être vraiment pas du tout apprécié par les bébés, par les plus D'accord. grands quoi et il y en a qui s'en accommodent, très, très bien, qui s'en foutent complètement, ils vont continuer à consommer du colostrum. En fonction de l'âge de l'enfant, on peut proposer de supplémenter avec un autre, lait puisque, bah, a priori, l'enfant doit continuer de recevoir du lait jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Donc on peut ou pas, hein, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont se dire que finalement, avec la diversification, ils arrivent à combler tous les besoins du bébé.
Moi, je l'ai vécu un peu comme ça, hein. 1er trimestre, j'avais mal au sein, du coup, je voulais bien comme toi, hein, c'était en mode, le soir, je revenais du travail, j'étais fatiguée, je la mettais au sein, jusqu'à ce que son père arrivait plus ou moins, lecture de trucs, de machins, tranquille. Son père revenait, boum, allez, va la coucher, va lui donner à manger, moi je suis naze, je reste au lit. Donc ça m'a vraiment effectivement, ça m'a aidée d'une certaine façon. Par contre, à partir du 2e trimestre, j'ai commencé à avoir vraiment, vraiment mal au sein. Et là, par contre, je pouvais plus la mettre au sein, c'était pas possible, ça me faisait trop mal. Donc on a plutôt négocié parce qu'elle s'était pas trop détournée du sein, pas du tout même. Mmh. Donc on négociait, je disais: «Allez», je disais le matin, peut-être pour la sieste et même pour la sieste, au bout d'un moment, j'ai arrêté, et au moment du coucher le soir et après même là, j'ai arrêté au bout d'un moment. Mais bref, c'était vraiment très, très peu de moments et on faisait en sorte que c'était court. Donc on faisait pas des longues, tétées, c'était vraiment très court. Je pensais, que j'allais avoir plus mal au sein parce que ma première grossesse, c'était quasiment, mon premier symptôme. J'avais très, très, très mal au sein. Tout le premier trimestre, affreux. Enfin vraiment des seins, très sensibles et j'ai l'impression que c'était vraiment genre, mon symptôme phare Ouais, de toute la première grossesse et là franchement, ça tranquille. allait, tranquille. Parfois bien sûr, je sentais déjà: «Oh purée, voilà mes seins ils sont un peu sensibles», mais franchement ça allait comparé à la première grossesse du coup, ouais je n'ai pas à me plaindre, Alors, ce qui peut se concernant ma passer douleur. sur la première grossesse, c'est que tu as le développement du tissu mammaire qui s'éveille un petit peu, le Mmh. développement de différents, enfin, bah, ouais, le tissu mammaire et comme tu es encore en allaitement, tu as pas eu d'involution totale et donc en fait, comme tu perdures, en fait, ton tissu mammaire est complètement évolué, pour dire à l'inverse d'involuer et donc il est déjà développé à ce moment-là. Il est déjà en fonction, il fonctionne déjà très bien et donc il a pas eu le temps de refaire ce travail, de se refermer pour se réouvrir. Donc c'est pour ça aussi que tu peux avoir moins de douleur, en tout cas au niveau du développement vraiment de la poitrine. Parce que tu vois pas une poitrine qui va, se décupler, nécessairement, quoi. Et comment s'est passée la mise en place, de l'allaitement avec ton nouveau-né alors que ta grande allaitait, tétait toujours? Pour la naissance déjà, au départ, on voulait qu'elle soit là, au moment de la naissance de sa sœur. Donc on savait pas que c'était une fille d'ailleurs, on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Finalement, sur la fin, en fait, on a trouvé que c'était plutôt favorable qu'elle retourne avec ses grands-parents. Donc j'ai accouché de ma petite, ma fille était pas là, juste, mon mec, ma doula et ma sage-femme et j'ai accouché de ce bébé, ça s'est assez bien passé, hein, il y a rien de particulier à raconter, dans le sens que c'était tellement, normal et physiologique, il y a pas de dinguerie et quand on a fait les premiers examens, bah, elle vérifie plein de choses, hein, le poids, comment le bébé réagit et donc elle pèse ma fille, elle regarde deux trois petits trucs et elle fait un petit geste qui paraît anodin mais qui va changer un petit peu le cours de cet allaitement par la suite. C'est qu'elle pose un miroir sous son, nez et elle vérifie qu'il y ait bien les 2 narines qui respirent et à ce moment-là, quand elle pose le miroir, elle voit bien qu'il y a qu'une seule narine qui respire. Donc elle dit: «Écoute, j'irai voir le médecin, c'est pas trop normal, c'est pas inquiétant, elle respire bien, elle a pas l'air, de paniquer, rien du tout, donc va voir le médecin juste quand c'est possible» et elle me dit: «Fais des lavages de nez». OK. Je vais faire des lavages de nez. Donc on essaye de faire des lavages de nez avec des pipettes et c'est l'enfer sur terre. Déjà on fait la pesée à 3 jours et là ma fille elle a perdu plus de 8 de son poids, ce qui est complètement impossible en accouchement à la maison quoi, c'est énorme. Je dis: «Mais c'est pas possible, je suis pleine de lait» et je l'entends déglutir mais en même temps je sens bien qu'il y a un truc qui se passe pas bien mais tu sais, là c'est le moment où, tu beau avoir, la formation que t'as, as, personne. Tu juste la mère de ton enfant quoi. Donc j'appelle ma copine conseillère, je lui dis: «Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe». On se pose des questions, mais on n'a pas trop de réponses. À la pesée à 7 jours, elle prend du poids, mais genre 10 grammes par jour. C'est minuscule, quoi et elle dort beaucoup, elle est très molle, elle a pas une attitude normale. Donc là, le médecin voit effectivement l'histoire de la narine et il me dit: «Ah ben, on va lui faire un traitement en antibiotiques. Il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de la cloison nasale, on va faire un petit, traitement antibiotique en local pour voir si, c'est ça le problème». OK, pas de souci. On revient une semaine plus tard, il nous dit de faire le traitement pendant une semaine, donc on fait le traitement pendant une semaine et là, il me dit: «Ah OK, mais le nez, c'est pas normal en fait. Là, je suis sûre, il y a quelque chose qui va pas et c'est normal qu'elle prenne pas suffisamment de poids puisque quand elle respire, elle n'arrive pas à respirer bien puisqu'elle respire que d'une narine». Donc il est déjà sûr que la raison pour laquelle elle ne prend pas du poids, c'est sa respiration qui pose problème. Donc il appelle, il dit: «Bah, faut qu'elle voie un ORL en urgence, bébé de 19 jours qui prend pas suffisamment de poids, faut regarder ce qui se passe». Donc on va à ce rendez-vous, il fait, je sais plus comment on appelle ça, mais il met une caméra dans le nez de ma fille et d'un côté ça passe, c'est normal et de l'autre côté il fait: «Ça passe pas». Là il fait: «Ah, je vais appeler ma chef de service». La chef de service arrive, elle est
très douce, très gentille. Elle le fait et là, elle me dit: «Ah ouais, en fait, là, il y a ce qu'on appelle une atrésie de la couenne». C'est quoi? C'est que quand tu as une des narines, voire parfois les 2 narines qui sont pas débouchées et le résultat, c'est que quand tu fais une succion, respiration, déglutition, quand tu es à l'allaitement, tu dois faire gloops et ce geste-là est indispensable. Mais si à chaque fois, c'est difficile pour toi, tu te sens épuisé parce que tu as pas suffisamment d'oxygène qui arrive et que l'allaitement en lui-même, c'est comme les bébés qui sont enrhumés, ils ont tendance à moins téter parce qu'ils sont fatigués par le fait de ils sont gênés, et cetera. Ils ont tendance à moins boire aussi parce qu'en fait, ils sont gênés. Bah là, elle est gênée de naissance, en fait. Le résultat aussi de ça, c'est qu'elle fait des crises d'étouffement. C'est comme ça que la pédiatre a décrit ça. Pas la pédiatre, mais l'ORL. Et donc, la nuit, bah, moi, je dormais plus. J'étais en mode: «Mais mon bébé, si ça se trouve, il va s'étouffer, il va mourir, quoi». Donc, je restais réveillée et chaque fois qu'elle avait ses crises d'étouffement, bah, ça pouvait durer, bah, pendant 1 heure, ça s'arrêtait, ça revenait, ça s'arrêtait, ça revenait. Puis après, elle repassait sur l'autre narine et pouf, c'était bon, elle était tranquille. Donc, là, l'ORL, elle dit: «Ah, moi, j'aime pas opérer sur les tout petits comme ça, je préfère attendre qu'ils aient 18 mois». Et je dis: «Quoi? Mais 18 mois? Mais elle va être déformée». Il faut savoir que quand tu as un organe qui est pas utilisé, bah, la nature, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'utilise pas, mais donc il se dégrade et donc je me dis: «Mais elle va être défigurée». Enfin, moi, j'ai ma formation derrière. Je dis: «Non, non, non, faut qu'on fasse quelque chose» et là, elle me dit: «Bon, bah, alors on fait un scan et on va au moins faire le diagnostic». Parce qu'en fait, là, techniquement, le fait qu'elle passe sa caméra, c'est pas suffisant pour diagnostiquer l'atrésie de la couenne. Donc pendant à peu près 3 mois, c'est la galère. Faut rester réveillé pour pas qu'elle s'étouffe, faut lui donner à manger. Bah, là, j'ai de la chance, je suis super bien accompagnée parce que j'ai une consultante enfin, j'ai ma conseillère en allaitement qui m'accompagne et qui m'aide. On met en place plein de stratégies pour faire en sorte qu'elle soit alimentée. On arrive à passer le cap des 25 grammes, qui est colossal au vu de la situation. Je l'ai réussi à la remonter au niveau de son poids. Et à 3 mois, je recontacte l'hôpital et je dis: «OK, je suis prête à faire le scanner». Donc on a un rendez-vous 2 mois plus tard, donc elle a à peu près 5 mois. On fait le scan, ça se passe super bien. Les infirmiers étaient trop gentils, les gens étaient trop gentils, enfin vraiment tout se passe super bien. Elle laisse faire, mais alors si tu verrais, elle a un caractère, mais elle est adorable quoi, vraiment. Mais bébé encore, pas dérangée. Vraiment, toujours en mode hi hi ha ha. Alors que tout allait mal, tu sais, mais elle était hi hi ha ha. Elle s'en foutait complètement. Donc, elle a fait une prise de sang, elle s'en foutait. Alors que vraiment, ils ont vu ce bébé de 9 mois arriver, ils ont fait: «Oh là là, une prise de sang sur un bébé de 9 mois, oh mon Dieu». Et elle était posée comme ça, et puis elle donnait son bras, elle bougeait pas, elle était tranquille. Vraiment un petit bébé prêt à faire ce genre de Adorable. choses. Ouais, vraiment. Donc, on a fait le scanner, ensuite on est parti sur l'opération du coup. Elle a accepté de faire l'opération parce qu'en fait, elle venait de vivre une même situation similaire avec un autre bébé. L'atrésie de la couenne, c'est rare, d'accord? C'est rarissime. Donc, c'est pas un truc sur lequel elle est tombée régulièrement. On opère rapidement. J'ai dit: «Non, il y a un problème, c'est factuel, c'est comme ça, c'est congénital, elle est née comme ça». Soit on la soulage et on améliore sa qualité de vie, soit en fait on reste dans le déni en se disant: «Peut-être qu'un jour, l'os va s'ouvrir de lui-même». Non, elle s'est formée comme ça, donc il faut l'aider et donc on a fait l'opération, elle avait 9 mois, ça s'est super bien passé et donc en fait après, le problème du poids était plus un sujet. La qualité de vie a été instantanément meilleure, donc aucun regret d'avoir fait ça, mais voilà, c'était un truc quand même à vivre avec elle, par rapport à l'allaitement, je veux dire, parce qu'en fait, tout ça était lié à l'allaitement, le fait de pas prendre de poids au départ. Et puis pour te raconter un petit peu comment ça s'est passé avec la grande, concrètement, la grande, elle a vu sa petite sœur, même pas 2 heures après qu'elle soit née. Donc, moi, dès le moment où ma fille était née, je dis: «Faut appeler ma grande, faut appeler ma grande, faut qu'elle vienne». Puis ma sage-femme me dit: «Wow, Véro, 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 on va sortir le placenta, après on appelle pour qu'il puisse venir. Mais là, je veux pas qu'elle vienne alors que tu même pas libéré ton placenta». «OK, OK, ça marche, mais après on l'appelle, hein?» «Ouais, ouais, ouais, tranquille, sors-moi ce placenta, après on voit». Donc le placenta, du coup, dans la seconde, il sort parce que je suis en mode, «Ah OK, faut lâcher le placenta, vas-y, je le lâche». Donc le placenta sort, on fait un peu les photos, machin, et pendant ce temps-là, on appelle mes beaux-parents en disant: «Bah, elle est née, donc vous pouvez venir». Du coup, elle est arrivée, elle a été trop contente de voir sa petite sœur. Elle était vraiment comme, tu sais, c'est un enfant, donc ça parle pas, mais c'était juste, elle regardait, puis elle sautait sur place, c'était là, tu sais, toute excitée, tout machin. Et je me souviens qu'elle a posé sa main sur mon sein, mais vraiment en me regardant avec questionnement, genre: «Est-ce que je peux?» Et très rapidement, il y a eu une première co-tétée où, j'avais ma première au sein, je sais plus droit, je crois, et puis elle au sein gauche, parce qu'elle avait l'habitude de téter au sein gauche, parce que j'allaitais ma première qui a un sein, mais c'est encore toute une autre story. Et donc, elles se mettent à 2, et c'est tellement magique parce qu'il y a la petite main de ma deuxième qui est là sur mon torse
et la première qui vient et qui enlace sa main, mon cœur, c'est vraiment, mais il a explosé de bonheur, de joie, de me dire: «Oh, mes 2 bébés juste là». C'était très important pour nous que le premier soir, elle dorme avec nous. On voulait pas qu'elle ait ce sentiment qu'elle ait été, mise de côté, quoi, même si le bébé était arrivé. Du coup, bah, le soir, c'était aussi magique parce que le 1er soir, bah, comme d'hab, maman tétée histoire, OK, puis après, «Oh, tu vas te coucher avec papa», comme d'hab, OK, ben, on a fait les mises au sein. Elle en a profité du lait, si tu savais, elle était Mmh. tellement heureuse et ça m'a sauvé mon allaitement parce que c'est elle qui a maintenu ma lactation pendant que ma première arrivait pas trop à téter. Mais oui, mais Et oui, oui. parce qu'il fallait bien stimuler, on est dans le premier mois et ben, heureusement qu'elle tétait parce qu'en fait, c'est elle qui a permis d'amener le lait jusqu'au premier mois, la fin du premier mois et après, bah, on a compensé. Après, évidemment, c'est important de le préciser, mais elle venait tout le temps. En fait, c'était tellement bon et elle le disait, hein, elle était petite, mais elle parlait déjà un peu quand même bien. Elle disait: «Ah maman, c'est tellement bon, il est tellement bon le lait, il est trop bon». Enfin, Mmh, elle était là avec son colostrum depuis des mois, se dépatouiller avec un goût assez salin et assez salé quoi du colostrum et tout d'un coup, elle se retrouve avec du lait lactose à fond, hyper sucré, enfin trop bon quoi et c'était vraiment magique. Il y avait vraiment ce truc de communion le soir, elles venaient toutes les 2 et ça a duré longtemps, hein. Je dis ça comme si ça existait plus, mais ça nous arrive, tous les soirs de le faire encore. Il y a un peu ce rituel où elles viennent au sein toutes les 2, on lit une histoire, je les ai collées contre moi. C'est ce côté où tu as les 2 au sein en même temps. mmh. Il y a rien de bizarre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent des choses, je sais pas, il y a vraiment juste, beaucoup d'amour entre elles 2. Alors aussi maintenant que la plus petite est plus grande, donc elle atteint 1 an et demi, je peux te dire que par moments ça se chamaille, hein. Ça se Parce que: «Eh, c'est mon lait, non, c'est moi» et si l'autre, elle arrive sur le sein et puis qu'elle a pas le droit, elle fait et puis elle vient, elle pousse sa sœur. Enfin, ça reste des sœurs, d'accord? Ça reste des enfants qui ont une relation particulière de frères et sœurs. Je sais pas si l'allaitement est à l'origine de la relation qu'elles ont parce que, cette relation, elle est magique, elle est trop belle, elle est puissante, ça se voit. Je peux pas te dire que c'est ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup le côté où, de façon générale, dans notre attitude, dans la façon de nous occuper de nos enfants, on essaye toujours de favoriser le fait que ni l'une ni l'autre se sentent mises de côté, se sentent, favorisées. Aujourd'hui, ma grande, elle est encore plus grande, dans le sens qu'à l'époque, elle a 2 ans et demi, aujourd'hui, elle en a 4 ans et demi, presque. 4 ans plutôt. Et du coup, bah, pour moi, ça devient logique que l'allaitement, c'est vraiment très, très court, quoi. Donc si elle tète 2 secondes le matin et 2 secondes le soir, c'est vraiment beaucoup. Donc le matin, elle vient dans mon lit, quand elle se réveille, elle vient dans le lit et puis elle va prendre le sein, donc il y a pas son autre sœur. Donc il y a plus beaucoup de moments co-allaitement, en fait, c'est ça que je veux dire. Elle va prendre le sein le matin. En général, la petite, elle se réveille un peu plus tôt, donc elle est déjà en bas avec son père. Il va se passer quelques secondes, puis après, le reste de la journée, il y a plus de mise au sein en même temps les 2, sauf le moment de l'histoire le soir. C'est vraiment notre petit rituel. On se pose dans le lit, on lit une histoire, j'ai les 2 au sein et puis après, bah, bonne nuit, toi tu vas dans ton lit, elle est dans son lit et voilà quoi, c'est chacun dans son côté. La plus petite, évidemment, elle est encore un peu plus allaitée parce qu'elle a toujours 1 an et demi, elle a encore besoin beaucoup de lait, mais pour la première, en tout cas, il y a beaucoup moins de mise au sein parce qu'elle est plus grande. Globalement, j'ai adoré cette histoire de coallaitement et il y a toujours un peu une part de moi qui a pas peur, mais qui redoute le moment où ça va s'arrêter. Pas parce que, j'ai pas envie de voir ma grande grandir. Si, j'ai très envie de la voir grandir, mais parce que d'une certaine façon, je n'ai c'est bizarre, mais j'ai pensé à ça l'autre jour, je n'ai jamais allaité seulement ma petite. J'ai toujours allaité les Ah! 2, tu vois? Et donc dans ma tête, je suis en mode: «Le jour où l'allaitement s'arrête pour l'une, il va s'arrêter pour l'autre». C'est une aventure qui nous convient pour l'instant et que c'est sûr que par contre la grande, ça va être bientôt, bientôt la fin. Je pense que ça viendra plus de moi que de elle, parce que je sens bien qu'elle est encore beaucoup dans la demande et que, bah, toujours la journée, je dois toujours à un moment donné lui dire: «Non, il y a pas le lait maintenant» ou «Il y a pas ci maintenant». Parce que si elle a faim, si elle est fatiguée, si elle est un peu contrariée, tout de suite c'est le sein. Oui, mais Bah sauf oui. que non, c'est pas possible. J'ai pas envie de lui donner le sein, quand on est, en plein dans un supermarché, j'ai pas envie de lui donner le sein quand on est chez mes beaux-parents. Voilà, il y a un contexte. Mmh. Après, avec ma grande, il y a aucun problème à ce qu'elle parte, plusieurs jours avec ses grands-parents, ça se passe super bien, enfin il y a pas de problème de lien entre nous 2, je dirais. Ça, c'est pas du tout un souci. C'est plus le côté juste où je pense que c'est difficile moi, j'ai pas été maman d'enfant que j'ai pas allaité, tu vois? Bah, moi, je l'ai vécu comme un deuil, hein, Bah, franchement. j'imagine. J'étais pas du tout prête, mon fils non plus. Du coup, c'était vraiment très brutal, très soudain.
Et comme dit, en fait, je me projetais vraiment à un sevrage peut-être naturel à voir, mais potentiellement en co-allaitement. Et du coup, j'étais vraiment prête à cette idée. J'avais vraiment aussi hâte de t'accueillir et de te poser des questions un peu techniques Ouais. pour me rassurer. Et voilà, en fin de compte, la vie, on a décidé autrement. Et ouais, j'ai vraiment vécu comme un deuil. J'ai vraiment eu une chute hormonale, fatigue immense, maux de tête. Mon fils qui était aussi totalement frustré. Du coup, j'avais l'impression que je n'avais plus de lien avec mon fils, Ouais. Puis vu tu qu'il me décrivais m'évitait, ouais, c'est ça. il m'ignorait, il voulait que papa, il voulait même pas que je sois là pour le coucher. J'avais pas enfin, je m'étais pas du tout imaginé ça comme ça. Les premiers jours, comme dit, il réclamait beaucoup le sein en me disant maman, bobo, maman, boire. Parce que je crois que j'ai pas encore raconté ici, mais du coup, en fait, il a eu une chute, enfin, il a fait une chute un matin, au point, je vais épargner les détails parce que c'est pas trop glamour, mais au point de se couper la langue, mais vraiment impressionnant. Et du coup, on avait passé toute la journée aux urgences et il a eu 4 points de suture. Après cette opération, il a plus réussi à boire, ça lui faisait trop mal. Et du coup, on a fait face à ce sevrage non voulu, très brutal, très soudain. Et est-ce que depuis, t'as déjà essayé de lui reproposer le sein? Parce que là, ça date de quand, sa chute? Là, ça Ah, du date de, lundi de Pâques? oui, deux Du coup, semaines ça fait 2 environ, hein. semaines? Ouais? Bah là, encore, il y a... Bah hier, il a réessayé, mais Il en fait, savait plus comment faire. je sais pas s'il a mal S'il a peur d'avoir mal. ou s'il a peur d'avoir mal. Mmh. Le Aucune idée. avec le pied-main-bouche, par exemple, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Les bébés, ils sont dans l'anticipation d'avoir mal. Ils ont plus le pied-main-bouche, ils vont mieux, mais ils veulent plus remettre au sein parce que le pied-main-bouche, comme il y a la langue qui est vraiment très abîmée, bah, du coup, ils ont mal quand ils tètent et donc ils vivent l'expérience vraiment très, très mal et quand ils vont, vouloir se remettre au sein, pour certains, c'est vraiment très compliqué. Il y en a bien sûr beaucoup qui vont juste avoir le pied-main-bouche et malgré tout, ils vont continuer à téter, mais il y en a pour qui c'est vraiment compliqué et qui vont avoir du mal, à reprendre le sein par la suite et ça peut faire des grèves de tétée. Je m'y attendais pas. Franchement, j'étais pas prête. Et surtout, je m'étais imaginé que si ça venait de moi, que je veuille, enfin que je veux le sevrer, que j'allais le faire vraiment en douceur, sur Ouais. plusieurs mois, raconter peut-être des histoires. Ouais. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Franchement, je me sentais très incomprise par mon entourage, par la famille, par tout le monde en fait. Ouais, je trouvais parfois des remarques très déplacées. Donc franchement, c'était vraiment une phase très difficile. Et en plus, avec les hormones de grossesse, je pense que tu connais, c'était vraiment très compliqué. Et en plus, après une chute, quoi, c'était très, très intense de voir 3 médecins autour de ton bébé. Ouais, Bon, ouais, de ton c'est ça. bébé, 2 ans, mais Ton voilà, bébé quand même. c'est ton bébé quand même. C'est mon bébé quand même. Ouais, Du coup, ouais, c'était très traumatisant. je Ouais. comprends. Sinon, j'ai une question. Est-ce que tu as dû organiser un peu les tétés? Par exemple, un sein pour chacune ou priorité aux nourrissons? Ben là, il n'y avait pas forcément vu qu'elle avait quand même cette difficulté à boire. Alors, au départ, j'étais un peu, YOLO. J'étais en mode, «On verra, ce qui va se passer». Donc, la grande, elle était toujours au sein gauche. Mon sein gauche, il est, vraiment beaucoup plus développé, hein. J'ai beaucoup plus de tissu mammaire sur le sein gauche, surtout parce que j'ai allaité ma fille au sein gauche à partir de son 9e mois de vie et jusqu'à ce que je tombe enceinte et tout, elle était que au sein gauche. Donc elle tétait Ok. plus du tout le droit. Donc, évidemment, le sein droit, c'était déjà involué, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, la petite, par contre, c'était un peu compliqué comme j'expliquais, elle avait du mal avec le sein gauche, parce que du coup, le sein gauche, il envoyait du pâté sec. Donc en gros, j'avais un rêve de l'espace, mais vraiment l'enfer sur terre pour elle, donc difficile de téter. Donc au départ, c'était vraiment un peu, «Tiens, je te mets là, tiens, je te mets là». Bon, après avec, ma conseillère, on a plutôt décidé de partir sur un autre, schéma. Donc déjà, c'est de diminuer le lait, faire en sorte que j'ai moins de lait dans mes seins parce que j'en avais beaucoup trop en fait. Parce que la grande, elle stimulait, mais elle stimulait de façon aléatoire. Puis des fois, elle était pas là, puis des fois, elle était là, puisqu'elle allait à l'école. Et puis le mercredi, elle est là, mais le jeudi, elle est pas là. Mais donc du coup, j'ai quand même beaucoup de lait. Enfin, tu vois, ça n'allait pas. Donc j'ai beaucoup plus cadré l'allaitement de ma grande. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment fait genre matin, le moment de la sieste, le soir, au vu de son âge, tout à fait cohérent. Et si elle prenait le sein pour la sieste, je lui retirais.
parce que sinon elle restait toute la sieste avec en bouche. Mais je lui retirais pour pas que justement elle stimule beaucoup. Au début, c'était ça, puis après finalement, c'était pas suffisant, donc je l'ai carrément switché. Donc j'ai mis la petite sur le sein gauche qui envoie beaucoup plus de lait et j'ai mis la grande sur le sein droit. Et là, ça a été beaucoup mieux parce que du coup, le sein gauche avait un flux qui était efficace, parce que du coup, ça envoyait quand même du lait, mais on avait diminué la lactation, donc on avait vraiment baissé ça pour donner plus d'espace à ma petite, pour pouvoir téter sans être encombrée par le flux, la rapidité à laquelle le lait arrivait. Et la droite, bah, le lait, il arrive moins rapide, mais elle est grande, donc elle avait pas besoin de plein de lait. Et ça, à partir de je dirais à partir c'était 2e, 3e mois, quelque chose comme ça, et là, c'est resté comme ça. Donc, OK. l'une sur un sein, l'autre sur l'autre. Du coup, beh, ça pose problème quand ma grande est pas là, parce que du coup, mon sein droit envoie quand même du lait. Et ce qui est assez marrant, je me pose plein de questions, mais on n'aura pas les réponses scientifiques derrière. C'est que si, du coup, j'avais mon sein droit qui va me faire du lait, et donc du coup, je vais être un petit peu engorgée, donc je vais dire à ma petite: «Bah, vas-y, prends le sein droit». Elle va le goûter, elle va prendre le lait, elle va faire blé, comme ça et elle va aller retourner sur son sein. Et donc je me dis: «En fait, ça doit vraiment avoir un autre goût» parce que je reprends ça à une étude qui avait prouvé que si tu as un jumeau, garçon et un jumeau fille, bah, le lait s'adapte en fonction de si c'est une fille ou un garçon qui tète à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc je me suis posé la question, enfin c'est une certitude, mais bon, que je pense qu'il y a le lait de ma grande qui est effectivement qui a un goût particulier qui est le sien et le lait de ma petite qui a un autre goût et du coup, bah, Mais quand c'est sûr, ma c'est sûr. ouais, Je ouais. crois que j'en avais aussi déjà entendu parler que, Mmh. le lait, il s'adapte totalement, en fait, Ouais, à la personne, qui allaite ouais, et du coup, vu qu'elles ont pas le même âge, forcément, c'est ton ça, lait s'adapte, quoi. c'est ça. C'est incroyable. Et vraiment, c'est merveilleux. Et du coup, bah, quand ma fille et ma grande, elle est pas là, bah, je tire mon lait à je fais de l'expression manuelle parce qu'il y a pas beaucoup de lait non plus, c'est parce que c'est ça le truc, c'est qu'elle tète pas beaucoup. Mais en tout cas, merci, de mettre des mots sur quelque chose qu'on entend si peu et merci pour ton honnêteté et ta franchise. Franchement, ça fait plaisir, à Avec entendre, grand c'est plaisir. rare. Merci infiniment pour ce partage si précieux. Je suis sûre que ton témoignage va résonner chez beaucoup de mamans. L'allaitement, c'est tellement plus qu'un geste nourricier, c'est un lien, une aventure parfois douce, parfois chaotique, mais toujours unique. Et si tu as aimé cet épisode, pense à le partager avec une amie, une sœur, une maman autour de toi. Et si toi aussi, tu as vécu un allaitement en tandem, un sevrage brutal ou simplement que tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à venir à nous en parler en commentaire ou en message privé. Nous adorons te lire. Et bien sûr, si ce podcast te plaît, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou un petit cœur. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Prends soin de toi et à très bientôt sur Douceur de maman.